Merci beaucoup, cher ami. On m'a demandé de vous parler de l'épithélium. Je vais vous parler de l'asthme sévère. Vous allez voir rapidement que le lien est très important entre les deux. Vous savez actuellement, l'asthme sévère, il pose un grand problème de la santé publique. Malgré une fréquence qui est faible, il pose un problème parce qu'il a un grand impact sur le patient de par des symptômes, des exacerbations sévères, etc. Aussi de l'effet sur la qualité de vie, mais aussi le coût de cet asthme. À peu près 60% du coût de l'asthme, il est consommé par cette forme d'asthme sévère. Et c'est pour cette raison qu'au cours des deux dernières décennies, on a essayé de trouver des solutions pour ces patients qui ont une maladie qui ne répond pas au traitement habituel. Et on s'est dit que pour avoir de bons médicaments, il faut bien comprendre la physiopathie. Et on s'est rendu bien sûr assez rapidement compte qu'il y a plusieurs formes d'asthme, il y a finalement plusieurs endotypes de l'asthme. Et évidemment, l'endotype le plus fréquent, c'est celui qui passe par les cellules TH2 et par les cellules lymphoïdes innées de type 2 et qui met en jeu essentiellement les éosinophiles, les lymphocytes B, évidemment d'autres cellules, et qui met en jeu des différentes cytokines, dont trois les plus importantes qui sont l'IL4, l'IL5 et l'IL13. Alors, évidemment, à côté de cet endotype, il y a en fait d'autres endotypes qu'on ne connaît pas très bien, mais qui vont mettre en jeu finalement d'autres cellules, essentiellement le TH1 et le TH17, aussi les polynucléaires neutrophiles. Mais c'est un groupe qui est très hétérogène, on ne le connaît pas finalement assez bien. Alors, pour reconnaître ces phénotypes, on a besoin de biomarqueurs. Et pour l'endotype TH2, on dispose d'un certain nombre de biomarqueurs qui sont intéressants, les éosinophiles dans les crachats et puis dans le sang, le NO exhalé et les IgE. Le problème, c'est que pour les autres endotypes, on n'a pas de biomarqueurs. Il y a un seul, et il est assez contesté, c'est les neutrophiles dans les crachats, dans une forme d'asthme à neutrophile. Donc on n'a pas beaucoup de biomarqueurs, mais par finalement pragmatisme, on a décidé de dire, on s'est dit voilà, alors nous avons les biomarqueurs TH2, les personnes qui ont ces biomarqueurs qui sont positifs, on va dire qu'ils ont un asthme TH2 fort, et les autres, on va les appeler les TH2 faibles. Mais en fait, le TH2 faible, c'est un groupe très, très hétérogène. Alors, évidemment, une fois on a connu cette physiopathologie, ceci nous a permis d'avoir plusieurs biothérapies. La plus ancienne, elle date déjà de l'année 2005, c'est les anti-IgE qui sont indiqués dans l'asthme allergique sévère. Et beaucoup plus récemment, depuis l'année 2018, on dispose des anti-IL5, anti-récepteurs d'IL5, et des anti-IL4 et IL13 qui sont tous actifs dans les asthmes sévères à éosinophiles. Alors, si on voit l'effet de ces différentes biothérapies sur les biomarqueurs de l'inflammation TH2, on va se rendre compte que leur effet est très variable. Parce que si vous prenez par exemple les anti-IL5, ils vont diminuer les éosinophiles dans le sang et dans les crachats, mais ils n'ont pas d'effet sur les jeux et sur le FeNO. Au contraire, les anti-L4 par exemple, ils n'ont pas d'action sur les IgE et sur le FeNO, mais ils peuvent même augmenter les éosinophilies au tout début du traitement. Les anti-IgE, ils diminuent les IgE et les éosinophiles dans les crachats, mais ils ne modifient pas le FeNO. Et puis, à titre d'exemple, vous voyez cette étude, par exemple, avec les anti-L5, on voit qu'avec l'anti-L5, on va diminuer l'exacerbation à peu près de moitié, on va diminuer les éosinophiles dans les crachats et dans le sang, mais on n'a aucune action sur le NO. Donc, en fin de compte, ces biothérapies anti-TH2, ils vont agir d'une manière assez variable et ils n'agissent pas sur tous les asthmes TH2 et pas de la même manière. Et c'est ainsi qu'on va se rendre compte que les biothérapies dont on dispose aujourd'hui
ils souffrent de beaucoup d'insuffisances. La première insuffisance, c'est qu'ils sont indiqués uniquement dans les asthmes TH2 forts. Et on n'a rien pour le TH2 faible. Ils réduisent les taux d'exacerbation à peu près de 50%. Il y a les autres 50% pour lesquels on n'a pas de solution. Et surtout, ils modifient d'une manière très variable les biomarqueurs. Pourquoi? Parce que finalement, lorsqu'on donne des anti-L5 ou des anti-L4, on intervient assez tard dans la cascade inflammatoire. Vous avez une cascade inflammatoire, à un certain moment, on va mettre en jeu l'IL5 et l'IL4. Mais seulement, on va agir d'une manière ponctuelle sur cette inflammation. Et c'est pour cette raison qu'un seul médicament ne va pas agir sur tous les signaux de l'inflammation TH2. D'où l'intérêt de trouver une biothérapie qui peut agir à un niveau plus haut, qui peut englober tous ces phénotypes, tous ces endotypes TH2, et qui peut aussi agir éventuellement chez les patients qui ont un profil TH2 faible. Et c'est comme ça qu'on s'est orienté vers l'épithélium. Pourquoi? Parce que finalement, les allergènes, lorsqu'ils arrivent dans les poumons, ils vont arriver au niveau, le premier contact, c'est avec l'épithélium. Vous savez très bien que l'épithélium respiratoire, c'est l'épithélium pseudostratifié avec des cellules ciliées et des cellules muqueuses. Et on sait depuis longtemps qu'il représente la première ligne de défense des poumons grâce au transport mucocilié qui va en fin de compte dégager tout ce qui entre dans les voies aériennes et par la synthèse de différentes protéines de défense. Certains sont sécrétés dans le mucus et ils vont aider cette fonction du mucus. Et il y a même des IgA, etc. Tout ça, on le sait déjà depuis longtemps. Mais on s'est rendu, étant donné que dans l'asthme, il y a une modification de ces structures, on s'est intéressé un peu plus sur la physiologie de l'épithélium et on a vu un peu du côté des jonctions. On connaît depuis longtemps les jonctions serrées. En fait, les jonctions serrées, ça forme une sorte de petite couronne qui fait le tour de la cellule épithéliale et qui va assurer un contact intime entre cette cellule et les cellules qui sont situées juste à côté et pour rendre l'épithélium étanche. Elles interviennent aussi dans le transport de l'eau et des électrolytes à travers l'épithélium respiratoire. Et vous avez aussi un peu plus bas les adhérences, les jonctions d'adhérence qui, elles aussi, elles forment une couche au-dessous des jonctions serrées. Enfin, vous avez les desmosomes, qui sont des attaches ponctuelles entre deux cellules, et les hémidesmosomes qui assurent un contact entre la membrane basale et la cellule épithéliale. En fait, qu'est-ce qui se passe chez les asthmatiques? Eh bien, il y a une modification de la structure. D'abord, on va voir plus de cellules à mucus que de cellules ciliaires. Et même ces cellules ciliaires, il y a moins de cils vibratiles. Il y a une modification aussi du mucus. Et au niveau de la membrane basale, on va se rendre compte qu'il va y avoir un épaississement de la membrane basale avec en même temps une hyperplasie du muscle lisse bronchique. Bien. Et il y a surtout une rupture au niveau des jonctions. Alors, quel est l'effet de cette rupture? Ceci, il va entraîner quoi? Il va entraîner que les allergènes et les bactéries, ils vont arriver jusqu'au fond de l'épithélium, jusqu'au niveau de la membrane basale, et ils vont même passer au niveau de la sous-muqueuse. Et à ce niveau-là, ils vont être en contact avec les cellules, par exemple les cellules dendritiques, et ceci va déclencher une réaction inflammatoire. Tout ceci, on le connaît déjà, on le sait déjà, on sait très bien que ça peut démarrer à ce niveau-là. Mais en fait, le rôle de l'épithélium, ce n'est pas seulement une défense mécanique, il y avait une barrière et cette barrière, elle s'est ouverte. Aujourd'hui, on sait que cet épithélium joue un rôle plus actif. Il joue un rôle plus actif. Pourquoi? Parce qu'il est capable de synthétiser, on l'a vu tout à l'heure, de différentes cytokines qu'on appelle les alarmines. Elles sont nombreuses, mais il y a ces trois qui sont les plus célèbres, les plus connues, l'IL-25, l'IL-33 et le TSLP. Alors, ces alarmines, comme leur nom indique, elles vont donner l'alarme de la présence d'une attaque. D'accord? Et ces alarmines, elles vont déclencher toute la réaction inflammatoire et même autre chose. Comment est-ce qu'ils sont en fait synthétisés?
eh bien, ils sont synthétisés, en fait, lorsque vous avez inhalé des virus, des bactéries et des allergènes. Ces virus et ces bactéries vont éliminer des enzymes, des protéases qui vont détruire l'épithélium respiratoire. Mais ils vont surtout, en fait, stimuler des différents récepteurs. Vous avez la liste sur la droite de la diapositive. Et en stimulant ces différents récepteurs, ça va entraîner la synthèse par les cellules épithéliales de ces différentes alarmines. Alors, ces 3 alarmines, on s'est rendu compte avec le temps qu'elles ne sont pas synthétisées uniquement par les cellules épithéliales, parce qu'ils peuvent même être synthétisés par toutes les cellules inflammatoires. Vous avez les eosinophiles, vous avez les cellules TH2, le macrophage, le mastocyte, le basophile et les autres. Et ils sont même synthétisés par les fibroblastes, les cellules endothéliales et les cellules musculaires. Donc, en fin de compte, ces alarmines, ce n'est pas uniquement l'épithélium, ils sont synthétisés par tous les acteurs, en quelque sorte, de la physiopathologie de l'asthme. Alors, les récepteurs, ils sont situés au niveau de la surface, mais ils sont situés même à l'intérieur des cellules, au niveau des endosomes. On peut trouver ce type de récepteurs. Bien, alors, en fait, comment est-ce qu'on a fait la preuve du lien entre ces alarmines et l'asthme sévère? Vous avez cette étude qui a été faite sur des biopsies bronchiques. On a comparé un peu l'expression des cellules épithéliales à la TSLP. Alors, vous avez à gauche au niveau de l'épithélium, après au niveau de la sous-muqueuse, et vous voyez que les cellules épithéliales des asthmatiques expriment beaucoup plus la TSLP que les non-asthmatiques. Au niveau de l'épithélium, au niveau de la sous-muqueuse. Et si on compare le nombre de ces cellules avec le degré de l'obstruction, on s'est rendu compte que plus l'obstruction est sévère, plus les cellules qui expriment la TSLP sont plus nombreuses. Donc, on dit qu'il y a un lien avec l'asthme sévère. Aussi, ces différentes cellules expriment les différentes chémokines qui sont favorables à l'inflammation TH2. Bon, ça c'est normal. Mais autre chose importante, on a montré une bonne corrélation entre les alarmines, entre la TSLP et les médiateurs et les chémokines de l'inflammation TH2. Donc, en fin de compte, cette TSLP joue un rôle important dans l'inflammation TH2. Alors, pour l'IL-33, cette étude, elle a essayé de faire le dosage de l'IL-33 chez un groupe de sujets asthmatiques avec un groupe de sujets donc contrôle. Et vous voyez que chez les asthmatiques, on a presque 2,5 fois de plus d'IL-33 que chez les sujets normaux. On retrouve aussi la même chose. Plus l'asthme est sévère, plus le taux d'IL-33 est important. Enfin, aussi avec l'IL-33, il y a des études génétiques qui ont montré que certains patients ont un polymorphisme donc génétique qui fait que les cellules ne peuvent pas fabriquer assez d'IL-33. Ceux qui ont cette anomalie, vous voyez, ils ont moins 46% de moins d'IL-33 dans le sérum. Et ben, on s'est rendu compte que chez ces patients-là, ils ont moins d'éosinophiles, mais surtout, ils ont un risque de développer un asthme de moins à peu près 40%. Donc, si vous ne produisez pas l'IL-33, vous avez moins de risque de développer de l'asthme. Je termine avec... on est encore dans ces études qui donnent la preuve de l'importance de ces différentes alarmines. Alors, vous voyez, en haut, vous avez l'épithélium. En bas, c'est la sous-muqueuse. TSLP, IL-25 et puis IL-33. Avant de faire un test de provocation, vous avez un certain niveau de ces alarmines. Lorsque vous faites un test de provocation, ça augmente d'une manière très importante. Et après le test de provocation, cette augmentation, elle est encore plus intense. Alors, et puis en même temps, si on compare avant et après, et vous voyez, en fin de compte, le nombre de ces cellules qui expriment IL-33, TSLP et l'IL-25, avant et après, vous voyez une très bonne corrélation négative. Plus le nombre de ces cellules est important, plus le VMS est bas. Donc, il y a quand même un lien assez important entre ces alarmines et l'asthme sévère. Alors, pour l'IL-25 maintenant, vous voyez à gauche, on a essayé de voir le nombre de cellules qui expriment l'IL-25.
Et sur la première courbe, vous voyez que chez les asthmatiques, il y a plus d'IL-25 que chez les sujets normaux. Mais on s'est rendu compte que les asthmatiques n'ont pas tous le même taux d'IL-25. Il y a ceux qui ont un taux élevé, il y a ceux qui ont un taux faible. Et si on voit par exemple pour le VMS au milieu, pour le VMS, on se rend compte que le VMS est plus bas chez les asthmatiques, mais il est encore plus bas si vous avez un taux d'IL-25 élevé. C'est aussi valable pour le test à la métacolie. Donc, les patients qui ont plus d'IL-25, ils ont une hyperréactivité bronchique encore plus importante. Aussi, si on compare par rapport au nombre d'éosinophiles, alors à gauche au niveau des crachats, au niveau des biopsies, puis à la fin au niveau du sang périphérique, il y a toujours plus d'éosinophiles chez les patients qui ont plus d'IL-25. Avec l'allergie aussi, les sujets allergiques, plus l'IL-25 est élevé, plus l'allergie est évidente. Et enfin, le remodelage, qui est étudié dans cette étude par l'épaisseur de la membrane basale. Vous voyez que plus vous avez de l'IL-25, plus la membrane basale sera épaisse, plus vous avez du remodelage bronchique. Donc en fin de compte, ces différents alarmies, ils interviennent à tous les niveaux. Au niveau de l'inflammation, ils interviennent aussi au niveau de l'hyperréactivité bronchique, ils interviennent aussi au niveau du remodelage. Et vous voyez sur ce schéma, il est assez complexe, mais vous n'êtes pas obligé de le voir avec détail. Une fois vous avez une stimulation au niveau de l'épithélium, vous avez les 3 alarmines qui vont être libérés. Ils vont agir sur tous les acteurs de l'asthme, l'immunité adaptative innée, les cellules de la structure, qui vont sécréter une série de cytokines impliquées dans chacune de ces étapes, et ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à l'inflammation, ça va aboutir à l'hyperréactivité bronchique, et ça va aboutir au remodelage bronchique. Alors, on va passer maintenant aux études cliniques et on va essayer en fait de voir quel est l'effet du blocage de ces alarmines sur la fonction respiratoire et sur l'asthme. Et je commence par cette étude qui a été faite en double aveugle contre placebo. On a donné 3 doses mensuelles d'anti-TSLP et puis on s'est rendu compte dans cette étude qu'au niveau de la bronchoconstriction, les patients qui ont eu l'anti-TSLP, ils ont chuté leur VMS après le test de provocation d'une manière moins importante, que ce soit pour la réaction immédiate et pour la réaction, pour la réaction tardive. Il y a une diminution un peu plus importante du NO exhalé, des éosinophiles, et il y a une amélioration de l'hyperréactivité bronchique avec une augmentation de la PC20. Donc lorsqu'on bloque la TSLP, on diminue l'obstruction, on diminue l'inflammation et on diminue l'hyperréactivité bronchique. Après, vous avez cette étude, je pense que c'est l'étude de loin la plus importante qui donne la preuve de l'intérêt de ces alarmines et de proposer des anti-alarmines. Il s'agit d'un essai clinique de type 2 qui a porté sur 550 patients qui ont un asthme sévère exacerbateur. Et vous avez ici, sur l'axe des Y, le risque des exacerbations. Et en bas, on a divisé finalement cette population d'asthmatiques selon leur profil TH2 ou non TH2 à droite. Et au début, ils ont beaucoup d'éosinophiles, ils n'ont pas beaucoup d'éosinophiles. Le FeNO, est-ce qu'il est augmenté, est-ce qu'il n'est pas augmenté? Eh bien, on s'est rendu compte que quel que soit le profil TH2 ou non TH2, il y a une diminution des exacerbations. Et c'est ce qui fait que c'est la première fois qu'on arrive à trouver un médicament qui va agir pas uniquement sur l'asthme TH2, mais sur les autres asthmes qui ne sont pas TH2, parce qu'on s'en fiche de ces différents biomarqueurs, ça marche toujours. Après cette étude, il y a une autre étude. Alors cette même étude, elle a vu qu'après 4 semaines, on voit une diminution du NO exhalé, des éosinophiles, du FeNO et des IgE total. Donc en fin de compte, tous les biomarqueurs finalement de l'inflammation TH2 sont améliorés, mais même ceux qui n'ont pas ces biomarqueurs sont améliorés. Donc c'est ça un peu l'intérêt de cette molécule.
Alors après, vous avez un deuxième essai, c'est une étude phase 3 sur 1061 sujets. La moitié ont reçu le tezepelumab, qui est un anticorps anti-TSLP contre placebo. Et le premier élément de jugement de ce travail était le taux d'exacerbation. Et vous voyez qu'en haut, une différence très importante, ça diminue à peu près de 56%. Le deuxième résultat, on a pris uniquement les patients qui ont un taux d'éosinophile bas, pas tous les malades, ceux qui ont un taux d'éosinophile bas, et vous voyez qu'on a chuté au moins de 35-40%. Donc, en fin de compte, même ceux qui n'ont pas un asthme éosinophilique, ça marche aussi. Et on améliore aussi le VMS et puis le test de la qualité de vie. Alors, autre chose, on essaie de voir avec cette étude, selon le profil des éosinophiles, ensuite du FeNO et puis de l'allergie. On voit que quel que soit le taux d'éosinophiles, le test a toujours été positif. Mais attention, si vous avez par exemple des IgE plus que 450, eh bien plus que 450, j'arrive pas à le montrer, bon c'est dommage. Attendez, voilà, non, je reviens, hop. Si vous avez beaucoup d'éosinophiles, la réponse est plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, avec le profil TH2, on a une réponse meilleure, mais on a aussi une réponse même chez les patients qui n'ont pas ce profil. Alors, sur le VMS, on a un gain de 130 ml qu'on peut obtenir dès la quatrième semaine. Alors, on diminue la quantité de corticoïdes par voie orale au cours des exacerbations, et on diminue la durée de cette corticothérapie au cours de l'exacerbation avec l'anti-TSLP. Alors, est-ce qu'il y a une variation de l'effet selon les saisons? Non, il n'y a pas de différence. Finalement, quelle que soit la saison, ça a l'air de marcher. Et on a comparé par rapport au test positif du virus de la grippe. Vous voyez qu'avec le virus de la grippe, on a un taux de positivité très important vers le mois de février. Et à ce niveau-là, avec l'anti-TSLP, vous avez très bien diminué le nombre d'exacerbations. Alors, est-ce qu'il y aurait aussi un lien avec la présence des polypes? Les patients qui ont une polypose nasale et ceux qui n'ont pas, ils ont le même taux finalement d'amélioration du nombre d'exacerbations. Alors, autant avec les anti-TSLP, on a actuellement beaucoup d'arguments. D'ailleurs, c'est un médicament il a été mis sur le marché vers le mois d'octobre aux États-Unis et le Canada, et puis il est actuellement en cours en France. Alors, autant avec les anti-IL-33, on a beaucoup moins d'informations. Alors, vous avez ici un essai clinique avec un anticorps anti-IL-33. Alors, c'est une étude avec un design assez particulier parce qu'on a comparé l'anti-IL-33 avec l'anti-IL-4, l'association des deux et le placebo. Et dans cette étude, après à peu près 4 semaines, on a arrêté les bronchodilatateurs. Et entre la 6e et la 8e semaine, on a diminué la dose des corticoïdes. Alors, je vous demande de voir la courbe noire et la courbe rouge. Vous voyez qu'avec l'anti-L33, on a la moitié des exacerbations. Bon. Cette même étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que pour les éosinophiles, ça diminue un peu les éosinophiles, pas beaucoup avec les anti-L33. Vous voyez, avec la courbe verte, c'est l'anti-L4. On a vu tout à l'heure que ça peut augmenter l'anti-L4, les éosinophiles, mais ça ne modifie pas beaucoup le NO et ça diminue légèrement l'IgE, mais ça reste non significatif. Alors, une autre étude, c'est sur les anti-L33. Il s'agit d'un anti-ST2. C'est quoi l'ST2? C'est le récepteur à l'IL33. Alors, en fait, dans cette étude, on a essayé 3 doses de cet anti-ST2 et qu'on a comparé avec le placebo. Et vous voyez en bas à droite quels sont les résultats de cette étude. Ben, vous voyez que, en fait, on a moins 42% les patients qui ont pris une forte dose de cet anti-STP2, ils ont diminué leur exacerbation à peu près de 42%. Mais si on prend les patients qui ont un taux d'éosinophile bas
eh bien, le taux il est encore plus élevé, il est à moins 51. Et pour mieux voir un peu cette différence, vous voyez à gauche, d'une manière globale, au milieu, les personnes qui ont une éosinophilie inférieure à 300 et ceux qui ont plus de 300. Et vous voyez qu'on a l'impression qu'avec les anti-IL-33, on agit plus sur l'asthme non TH2 que sur l'asthme TH2. Bon, en tout cas, c'est l'impression qu'on a avec cette étude. Alors, sur le VMS, il s'améliore à peu près de 128 ml avec la forte dose, mais ce n'est pas significatif. Les éosinophiles diminuent alors que le FeNO ne bouge pas beaucoup. Bien, alors, j'ai à peu près fini. Je vais simplement finir avec deux diapositives. Et là, je vais bien parler sous le contrôle de l'immunologiste, parce que je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris. En fait, lorsque vous avez une agression au niveau de l'épithélium, il y a 3 sortes de réponses immunitaires. Il y a d'abord une réponse immédiate. Cette réponse immédiate de type 3, elle va mettre en jeu l'IL-C3, elle va mettre en jeu les cellules TH17 et elle va entraîner une accumulation des polynucléaires neutrophiles. L'épithélium il est en fait attaqué par une bactérie. Il y a une inflammation, hop, il faut agir, et vous avez les PNN qui arrivent. C'est une action immédiate. Presque en parallèle ou après, vous allez avoir une deuxième réaction. C'est une réaction de type 1, elle va mettre en jeu des cellules innées, donc lymphoïdes de type 1, les cellules NK, les cellules TH1. Et cette réaction, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va augmenter l'état de veille immunologique. Attention, on a été attaqué, peut-être qu'on va être attaqué une autre fois. Donc on se met en position, on doit être prêt pour répondre à une deuxième attaque. Et après cette phase, il y a la troisième phase qui est une réaction de type TH2 que nous connaissons avec l'IL-4 et l'IL-13. Eh bien, cette réaction, c'est une réaction réparatrice. L'épithélium qui a été lésé, il va être régénéré, les cellules vont revenir et on va revenir à une situation normale. Et en fait, chez une personne normale, vous avez un certain équilibre entre ces 3 ressorts que vous voyez, entre ces 3 réactions inflammatoires. Il y a un équilibre, il y a une agression. Les PNN arrivent, on augmente un peu notre état de veille et on va par la suite réparer. Mais dans des états, si vous êtes génétiquement prédisposé, vous avez un problème, il va y avoir une déviation, un dérèglement de cet équilibre. Et c'est à ce moment-là que cette inflammation au TH2 va entraîner de l'asthme. Mais en fait, à la base, l'inflammation au TH2, c'est une inflammation, c'est un moyen de défense, ça permet de réparer. Mais c'est une anomalie de ce déséquilibre entre ces différentes réactions qui peut entraîner cette maladie. Alors, l'avant-dernière, j'aurais dû en fin de compte en fait la mettre au tout début. C'est un peu l'évolution de notre compréhension de la pathogénie de l'asthme. À l'époque d'Hippocrate, on pensait que là, c'est une maladie neuropsychologique. Ce sont des gens qui sont stressés, c'est tout. C'est pour cette raison qu'ils font de l'asthme. Beaucoup plus récemment, au cours du XXe siècle, au début, on a compris que c'est le muscle. Il y a une contraction du muscle. Et on a commencé à donner des bronchodilatateurs. Après, on s'est rendu compte que la maladie est plutôt inflammatoire. Et on a commencé à donner des anti-inflammatoires, des antileucotriennes. Alors, au début du XXIe siècle, est-ce qu'on ne doit pas changer cette idée et que très probablement, le problème, c'est une dysfonction au niveau de la barrière épithéliale. Et c'est cette dysfonction qui, par la perte de ces jonctions, elle va entraîner elle va en fait provoquer une réaction pro-inflammatoire et elle va donner un remodelage bronchique. Donc finalement, on s'est trompé de cible, il fallait agir plutôt au niveau de l'épithélium. Mais je vais quand même modérer un peu ce que je viens de dire. Vous voyez sur cette diapositive, alors au milieu, vous avez l'asthme avec ces 3 éléments de sa pathogénie, l'inflammation, le remodelage et l'hyperréactivité bronchique. Il y a la réponse immune, on la connaît très bien, il y a la réaction immune donc adaptée et puis innée. À gauche, vous avez le rôle de l'épithélium.
Mais il y a un autre acteur qui est en train de devenir un peu aussi un peu la vedette, on va dire, de la physiopathologie de l'asthme, qui est le muscle lisse bronchique. Aujourd'hui, on se rend compte que le muscle lisse bronchique ne va pas simplement subir l'action de ces différentes cytokines, et que lui aussi, il a un rôle à jouer, et que très probablement, d'ici 10-20 ans, on va avoir des médicaments qui vont cibler le muscle lisse bronchique. Et c'est pour cette raison, finalement, c'est un puzzle, on est en train de le constituer, mais il est important de considérer l'épithélium, parce que si on agit au niveau de l'épithélium, on agit au début de la cascade. Après, l'inflammation va aller vers le sens TH1, TH2. On peut avoir une réponse pour toutes les formes d'asthme. Je pense que c'est la dernière, et je vous remercie pour votre attention.